Je remercie bien l'opportunité d'être ici. Je vous présente mes excuses parce que mon français est un français brésilien, mais je ferai bien des efforts pour que nous ayons une séance de travail productive. Je suis aussi critique de théâtre. Alors, je suis un hybride étrange d'espèces. Eh bien, le théâtre de papier et la critique fantôme, forme de la critique théâtrale dans le Brésil contemporain. L'exercice de la critique théâtrale au Brésil se développe de nos jours dans un double contexte. À côté d'un processus très accéléré de transformation de la poétique théâtrale, en accord avec l'évolution du théâtre dans le monde, s'opère un changement radical de la presse, dû non seulement à l'avancée de l'ère numérique, mais aussi à cause d'un mécanisme local, la disparition de la presse écrite. Ces deux formes de pression provoquent un résultat curieux, car elles déterminent l'altération de la densité de la critique, transformée en résultat du travail d'un genre de commentateur en voie de disparition. Pour utiliser une nomenclature forte, on pourrait dire qu'il s'agit d'une critique fantôme. Elle se doit d'être reconnue ainsi pour diverses raisons. Tout d'abord, à cause de sa filiation involontaire aux échos d'un ancien format de critique qui persiste encore. Ensuite, conséquence naturelle de cette origine, de ces hésitations aux difficultés face à la nouveauté, création énigmatique, car la critique quotidienne, imprégnée de passé, soumise au tempo vertigineux du journal, n'arrive pas à avoir assez de plasticité pour contempler les moments actuels. Enfin, à cause de l'inutilité des textes face à des œuvres dont la genèse et la structure s'éloignent des références adoptées pour l'analyse. Et cela se doit aussi, de nos jours, à la répercussion limitée de son support de diffusion, le papier journal. Mais la substitution de l'ancienne presse papier pour des véhicules numériques ne modifie pas l'impasse. En réalité, cette critique conventionnelle est aussi présente dans les nouveaux médias. Aborder ces thèmes est un énorme défi, car la dimension du Brésil détermine des réalités théâtrales spécifiques dans différentes régions. Pourtant, malgré l'ampleur du territoire, la dynamique de la vie culturelle continue à suivre les normes définies au XXe siècle. Les importants centres de référence et de propositions culturelles sont toujours l'ancienne capitale, Rio de Janeiro, durant de nombreuses années la capitale culturelle du pays, et aussi São Paulo, grande puissance économique de la société brésilienne actuelle. Pour les critiques de Rio de Janeiro et São Paulo, il est impossible de couvrir le mouvement théâtral en dehors de leur vie. Cela est dû également au rythme effervescent de la production théâtrale. À Rio de Janeiro, pour l'année 2015, environ 200 spectacles nationaux ont déjà été présentés. D'une manière générale, depuis le XIXe siècle, le moteur de la scène théâtrale brésilienne est l'acteur, fréquemment transmuté en empresario. Mettre l'accent sur l'importance du XIXe siècle est fondamental pour analyser la critique théâtrale du Brésil. Son étude, loin d'être une occupation passéiste, permet de comprendre le tableau général de l'exercice de la critique de nos jours. Il me paraît qu'il est impératif de proposer le changement des paradigmes et des concepts de cette activité, thème qui sera exposé à la fin de cette intervention. En réalité, la critique théâtrale ainsi que le théâtre sont au Brésil des activités récentes datant du XIXe siècle.
Le jalon chronologique doit être défini basé sur les concepts de système d'art et des marchés d'art. Donc, au XIXe siècle, avec la venue en 1808, Napoléon, de la famille royale portugaise, une pratique régulière du théâtre a commencé à surgir, avec des compagnies professionnelles et un public fidèle. Selon la convention reconnue par les historiens, les montages par la compagnie de l'acteur João Caetano, les Talma brésiliens, en 1838, do texte Antônio José, ou Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, serait le jalon initial de l'histoire du théâtre brésilien. Pour ce qui est de la critique théâtrale, elle aura commencé en 1836, quand Justiniano José da Rocha, homme de lettres et politicien, a commencé à publier des critiques de théâtre dans son propre journal, O Cronista. Durant ce temps, la scène théâtrale de Rio de Janeiro, la plus importante scène brésilienne d'alors, était un territoire dominé par des compagnies étrangères. En ce qui concerne la pièce de 1838, il est important de souligner qu'elle a été écrite à Bruxelles, basée sur un thème portugais, les agissements de l'Inquisition à Lisbonne, et soi-disant de conception romantique, mais structurée en accord avec les canons de la tragédie classique française. 5 actes, décasyllabes blanches, une unique action dramatique. Ça veut dire que le théâtre brésilien est né français, ainsi que la critique. La déclaration du principe du premier critique est révélatrice. Il affirmait que ce qu'il recherchait, c'était de mettre en valeur les pouvoirs d'élévation garantis par le théâtre, à travers un jugement critique efficace pour faire ressortir les défauts et les beautés. Il avait cet objectif, bien qu'il prétestait de ne pas posséder autant de vertus que ses inspirateurs, Saint-Beuve et Janin. La critique serait ainsi l'expression d'une personnalité, malgré l'insistance d'un caractère impartial. Alors, la critique théâtrale née au Brésil y bâtit un héritage historique. On ne dispose pas encore, aujourd'hui, d'une recherche détaillée de l'histoire de la critique dans le pays, mais il est possible d'indiquer certains éléments constitutifs de la pensée critique au théâtre. On peut souligner, en premier lieu, l'inspiration étrangère, surtout la française, source de modèles, concepts, paradigmes et une vision du théâtre marquée par la puissante recherche intellectuelle. On doit aussi souligner le mépris face à la fragilité de la scène du pays, les combats explicites des inspirations populaires et une posture dogmatique, professorale et de censure. On voit clairement que le format éditorial de la critique a longtemps suivi le format proposé dans la presse française. Il existait les feuilletonistes, les chotiers, les landistes, les soiristes et les lédemonistes. Ces modalités d'exercice critique présentaient des variations de ton, comme cela s'est produit dans la critique française. L'approche s'est peu à peu distancée du ton plus académique et intellectuel et s'est dirigée vers un ton de conversation plus amical. À l'intérieur de ces mouvements paraît l'homme de théâtre. Personnage projeté à la fin du XIXe siècle, il est devenu emblématique dans la première moitié du XXe siècle. L'homme de théâtre était une espèce d'homme aux 7 instruments. Il exerçait dans les journaux, parfois dans plusieurs publications, la critique et le journalisme théâtral, c'est-à-dire il écrivait des textes d'analyse de pièces en affiches et de tests sur l'activité théâtrale en général. Au théâtre, il se partageait entre les principales fonctions d'auteur, de traducteur, d'adaptateur, de producteur et d'entrepreneur. Le surgissement de l'homme de théâtre et les succès du journalisme théâtral moins radical
ont provoqué des réactions des hommes des lettres, gênés par l'atténuation du regard critique. Et la critique prend une curieuse tournure. Elle a deux faces. Le premier auteur cultivait des comédies, des vaudevilles, des mélodramas. Il comptait sur l'appui amical des critiques professionnels, amis du théâtre, tandis que les critiques académiques, éloignés des exercices critiques quotidiens, sont les premiers à polémiquer en faveur d'une autre forme théâtrale. Malgré la force de cette division, elle ne correspondait pas à une totale différence formelle. De deux côtés, les mêmes procédés de base d'inspiration française structuraient les textes critiques. Son épine dorsale était le résumé, les récits plus ou moins condensés de l'intrigue, moyen qui permettait la pratique du théâtre de fauteuil pour le lecteur éloigné de la capitale et qui ordonnait l'ensemble de l'analyse. Cela signifiait voir la scène, la représentation à travers les lettres, à partir de l'analyse littéraire. La mise en scène était secondaire. Elle recevait un bref regard, en général quelques mots à la fin du texte. Le XXe siècle a débuté sans que de manifestations objectives n'aient fait se coordonner. Dans le milieu intellectuel plus érudit, le mépris s'est consolidé vis-à-vis du théâtre, amplifié en vertu du succès des sous-genres musicaux apparentés à la comédie, forme hybride de conception des scènes où s'y mêlait un léger air parisien à la naissante musique populaire brésilienne, les sambas, les machiches, les choros. À ses côtés, les succès étaient la comédie de texte, soutenue par le premier auteur en lieu de création baignée par l'improvisation et de tout ce qui effrayait les certitudes académiques. Il était courant de prétendre que le bon théâtre ne pouvait être vu que lors des voyages à Paris ou lors des saisons françaises. Inspiré par Coupeau et par les cartels, à partir de la fin des années 30, de jeunes artistes commencèrent une bataille pour un nouveau théâtre. Un théâtre de la poésie du texte, du metteur en scène, de la mise en scène et de la troupe. Cette inquiétude va acquérir un élan grandissant et aura une forte répercussion dans la florissante vie de São Paulo, où, en 1922, la Semaine d'art moderne avait déjà eu lieu, bouleversant la littérature et les arts plastiques. La lutte de jeunes a fait surgir le théâtre moderne, qui n'est pas à proprement parler un mouvement, mais plutôt une nouvelle forme de concevoir et de produire le théâtre, en opposition acharnée au théâtre du premier auteur. São Paulo devient la capitale du nouveau théâtre et héberge aussi la rénovation de la critique, avec l'apparition d'un nouveau type de textes journalistiques. Les commentateurs de l'époque, inspirés par Coupeau et Silvio D'Amico, se lançaient comme auteurs d'analyses structurées autour des concepts élus par le théâtre moderne. À partir des années 50, le changement de scène atteint aussi Rio de Janeiro, forçant la vieille classe théâtrale à reculer. Toutefois, à l'intérieur de la critique, une situation de confrontation devient évidente, initiée à partir des années 40. Les critiques professionnels de la vieille école conservateur, parfois des légitimes hommes de théâtre, dominaient les principaux journaux et ont vu une nouvelle génération apparaître avec des idées antagoniques. Cependant, il est intéressant de constater que l'analyse comparée des textes de ces deux générations ennemies relève une surprise. Le texte présente encore la même structure surannée proposée au XIXe siècle. Le changement est la vision du théâtre. D'une activité commerciale, il commence à être considéré comme une manifestation artistique d'une certaine importance.
Ainsi, à partir de l'analyse détaillée du texte de la pièce, la poésie de l'auteur, les nouveaux critiques commentent les autres aspects de l'art de la scène. En réalité, le focus principal a continué à porter sur la littérature et le centre de la critique a continué d'être le vieux résumé. Ce revirement, toutefois, n'a pas joui d'une longue vie dans les siècles. La génération moderne est devenue celle ayant l'existence la plus courte de l'histoire du théâtre brésilien, car sa proposition d'art délicate, intimiste, a imposé un changement dans l'édifice théâtral et une impasse à cause du timide nombre des entrées. Avec l'instabilité économique et politique du pays, le théâtre se dirigeait vers la ruine. Dans ces conditions, à partir de la fin des années 60, une grande crise de survie a touché l'activité théâtrale brésilienne, aggravée par la croissante réduction des libertés civiles après les coupes militaires de 1964, qui a annulé l'ordre démocratique en vigueur depuis 1945. Curieusement, dans ces contextes, la scène brésilienne a commencé à recevoir une influence grandissante du théâtre nord-américain, dans le sens contraire des pratiques habituelles dans le pays. Influence ramenée par le jeune artiste de gauche. Sous l'inspiration de Broadway, un marché indépendant des productions a commencé à se dessiner, contraire aux structures rigides des groupes et des compagnies, à travers la libre association des artistes sous le régime coopératif. L'instabilité de la production a augmenté, l'horizon de cette production est devenu chaque fois plus éclectique, avec des offres très variées et des rares centres collectifs de travail. À la même époque, les années 70 ont vu la télévision se développer, le feuilleton, les telenovelas, s'imposer et l'ancien modèle de presse écrite entrer en crise. Depuis le XIXe siècle, époque de leur apparition, les journaux surgirent dans le pays comme des entreprises individuelles liées en particulier à des projets politiques, partidaires ou personnels. Sous la dictature, dans les années 60-70, ces modèles s'est essoufflé et très peu de journaux survécurent. Au sein de la critique, les chroniqueurs en activité ont maintenu les modèles modernes de critique et dirigèrent leurs plumes dans les débats relatifs à la censure, même si de manière cachée, puisque leur rédaction était d'emblée sous le joug direct de la censure. Après la fin du coup militaire et l'ouverture démocratique de 1985, aucune mesure structurelle concrète n'a été prise en faveur du changement des conditions précaires de la production culturelle. Deux lois, la loi Sarney et la loi Rouanet, ont été approuvées pour destiner des capitaux à la production culturelle. Au lieu de payer la totalité de ses impôts, l'entreprise financerait des projets culturels. L'objectif était d'éduquer la bourgeoisie en faveur de la culture, de la transformer en mécène. Aujourd'hui, après tant d'années, les lois de renoncement fiscal sont le principal instrument de financement de la culture dans le pays, à la différence qu'elles sont devenues des outils de marketing pour les entreprises au lieu d'être la voie historique vers le mécénat. Pour les grands capitals, cet outil est devenu un moyen élégant et bon marché d'autopromotion. Pour la scène, un moyen précaire de survie. Certaines personnalités, connues pour leur humour sanglant, s'interrogent sur les jours où les staffs des entreprises, les artistes et la presse se réuniront dans un cocktail raffiné pour trinquer au projet de la pièce sans que celle-ci soit portée en spectacle.
Une autre conséquence frappante de ces lois a été la réduction du budget destiné à la culture. Telles formes de financement et de maintien de la culture n'ont pas revitalisé le secteur. Les montages financiers n'arrivent pas à terme car le montant de sponsoring à peine subvient aux besoins de la production. Cela paraît absurde, mais il n'existe pas d'approche de ce thème dans les textes critiques, les critiques n'étant que des simples observateurs des spectacles. Depuis les années 70-80, la montée en puissance de la télévision a réduit encore plus l'espace dédié au théâtre dans le quotidien. Pour les éditoriaux, en parallèle, il a commencé à être important de mettre la pression pour que les critiques deviennent un vigilant du portefeuille du consommateur, qu'ils donnaient un certificat de bon investissement pour telle ou telle mise en scène, au lieu d'analyser le projet artistique proposé. Avec un espace réduit et la demande d'agir comme un vigilant de la consommation, le texte critique est passé par une nouvelle restructuration. Il a maintenu son point de vue littéraire, celui de considérer les textes de l'auteur dramatique comme valeur de première importance. Il a inclus le directeur metteur en scène comme une figure de proue, mais il a commencé à émettre des opinions encore plus laconiques au sujet des aspects de l'œuvre en tant que réalité scénique. Il n'a pas d'espace. Peu à peu, les anciens journaux disparaissent. Et actuellement, dans la ville de Rio de Janeiro, il n'existe qu'un seul journal de grande circulation qui a l'envergure pour posséder l'exercice de la critique de théâtre exercé par un seul critique. À côté de ces scénarios décourageants, il existe une passion pour le théâtre, un sentiment combatif en faveur de la scène, présent dans toutes les instances de la production artistique. La classe théâtrale a tendance à être jeune, avec un taux d'entrée en carrière très élevé, en parallèle à un taux aussi élevé d'exode, même s'il n'existe pas un recensement continu sur ces sujets. Partout, il y a une soif de savoir, de connaître le monde, même si souvent celle-ci signifie la continuité de la situation coloniale, le regard fixé vers l'océan Atlantique à la recherche du salut dans les bras et dans l'esprit du colonisateur. Cette caractéristique fait que la scène brésilienne soit toujours en harmonie totale, directe avec les questions de l'actualité. Les concepts les plus actuels circulent surtout dans le milieu théâtral jeune. Son incorporation à la pratique du journalisme quotidien, malgré tout, s'est fait lentement pour les critiques otages d'une formation dépassée et de jeux de pouvoir suronnés, héritiers de grands critiques qui commencèrent les batailles modernes. Bon nombre de ces concepts sont inintelligibles car leurs structures mentales sont restées prisonnières dans le château de la modernité, de la mise en scène et du metteur en scène, de la vision du texte et de la littérature dramatique en tant que fondement de l'art du théâtre. Le poids des attitudes autoritaires du théâtre moderne a résulté en cristallisation et la génération qui l'a suivi n'a pas réussi à s'écarter de la structure de pouvoir rigide d'édification de l'édifice de la moderne critique. D'une certaine manière, ce jeu a été masqué par le besoin d'affrontement de la dictature militaire, car l'urgence de contrecarrer les pouvoirs autoritaires militaires suggérait la fidélité à la valeur de la parole écrite, le texte. En plus, les échos de la lutte contre les théâtres de premier acteur ont forcé le surgissement d'un mythe. La figure du critique distant, absent du monde du théâtre, ennemi de l'homme de théâtre, ces deux forces ont géré une entité sui generis, une matérialité intouchable, d'apparence imperméable, maîtresse de
textes implacables. Cependant, le jeune critique de l'actualité, dans des véhicules alternatifs, cherche à maintenir une relation plus proche, moins dogmatique vis-à-vis de la scène théâtrale, tout du moins ce qui concerne le segment d'avant-garde. Alors, il faut parler dans le lieu personnel et polémique. Qu'est-ce que, si on a le pouvoir de critiquer, qu'est-ce qu'on peut proposer? Dans l'exercice de la critique théâtrale depuis 1982, j'ai écrit dans de différents journaux, O Globo, Revista Isto É, Última Hora. Ma formation a été surtout pratique sous l'influence de la critique moderne, tout en étant mal à l'aise dans la belligérante armure moderne. Actuellement, je maintiens un blog, Folias Teatrais. Je considère fondamental, en particulier dans ma vie, la pratique de la critique théâtrale en tant que service public, d'analyse d'œuvres d'art dans un temps de dialogue bilatéral avec la scène et le lecteur perçu, le lecteur comme spectateur du théâtre. Je défends également l'existence d'une critique théâtrale plurielle et même contradictoire. Je ne désire pas empêcher les citoyens de se rendre au théâtre sous n'importe quel prétexte, bien que je puisse, grâce à la liberté qu'offre mon blog, ne pas écrire à propos des pièces qui ne me plaisent pas ou qui ne m'ont pas inspiré. Je trouve que les cotations, les classifications des pièces comme très bonnes, bonnes, moyennes ou mauvaises sont douteuses, arbitraires et pas adaptées au présent. Pour moi, il n'existe que des pièces bonnes, bien que certaines soient meilleures que d'autres. La vision moderne conservatrice dédiée à évaluer la capacité de l'artiste, sa qualité professionnelle, son mérite personnel, sa compréhension au nom de l'œuvre à laquelle il s'est dédié, me paraît être une attitude autoritaire datée, personnelle et hautement préjudiciable pour le théâtre actuel. Au lieu de jugement, je préfère proposer le dévoilement de l'œuvre, acte d'étude, acte de recherche, acte de poésie. Je pense que toute pièce a son propre public, a quelque chose à dire aux contemporains. Dans ce contexte, il n'y a pas de mauvaises pièces, mais plutôt des pièces qui n'ont pas trouvé son public. Les mises en scène sont faites pour leur époque, pour penser ou exprimer les habitudes de la vie courante dans une célébration de valeurs nécessaires à l'environnement social. Elles peuvent être révolutionnaires, radicales, accommodées, réconfortantes, régressives, équivoquées, mais elles sont nécessaires dans une certaine mesure, ou bien elles ne seraient même pas passées par la tête de ceux qui vivent à cette époque. Ce qui est intéressant dans le texte critique, c'est de révéler, c'est de montrer le registre des productions de l'œuvre d'art. C'est pour cela que je pense que la critique doit exhorter les publics à aller au théâtre et ne pas l'inciter à l'éviter, que ce soit à travers la disqualification du travail présenté ou à travers sa mise en scène devant les fauteuils. Notre problématique aujourd'hui n'est pas de démoraliser l'art théâtral ou moraliser la scène. Nous devons d'ailleurs réfléchir sur l'essence historique de cette pratique de diaboliser le marché d'art et d'essayer de comprendre quel genre de nécessité humaine est satisfaite dans le marché, hormis les vieux clichés de divertissement et aliénation. On peut dans la lignée de ce que proposent les études culturelles. Et je dirais même plus, il sera peut-être le temps d'essayer de comprendre dans notre imaginaire collectif et dans l'expression sociale ce que notre autoritarisme académique critique a supprimé, caché, banni, empêché de monter sur les planches. Au Brésil,
Pays de forte pulsation musicale, de percussions, des danses de rue, des spontanéités, le monde académique, la scène et la critique a toujours discrédité la scène comico-musicale populaire. Éloigné du théâtre, cette verve ancienne, ce mouvement extrêmement fort qui est survécu souterrain depuis l'époque des Senzala, les habitations des esclaves, est banni du théâtre, mais il a inspiré le carnaval et a créé les écoles de samba. Et les défilés se sont transformés et sont devenus la plus grande fête populaire du pays, alors que le théâtre, enfin modèle et cultivé, souffre pour trouver un public et une répercussion sociale. J'ai quelques images, ne sont pas plusieurs, mais je crois qu'elles peuvent illustrer un peu. Ici, c'est l'ancien théâtre, c'est bien le théâtre de premier acteur, avec des protagonistes au proscénie et des grandes masses. Ici, le théâtre moderne, d'inspiration française et italienne, des grands textes internationaux. Ici, la révolution proposée par Antunis Filho, un montage qui a voyagé tout le monde, mais que c'est l'âge de metteur en scène dans l'essence d'une figure qui écrit complètement le spectacle, mais la base est un texte littéraire, Macunaíma, qui est un classique de Mário de Andrade de la Semaine d'Arte Moderne. Ici, le théâtre récent, l'avant-garde commerciale proclamée, acclamée, qui est une fille qui a été formée par Antunis Filho, de Macunaíma, né? Et là, le théâtre commercial du grand texte, de la grande production. Ici, c'est la question que je travaille ici, que je propose, qu'on pense, qui est le sang caché qui vient de contaminer, d'apparaître dans la scène contemporaine. Ce sont quelques spectacles qui commencent à travailler avec la culture nègre et le corps nègre, qui est un corps qui a été complètement maintenu hors de la scène théâtrale. Ici, c'est bien une troupe d'inspiration française, Théâtre à Moc, onde le metteur en scène est un franco-brésilien. Il a justement commencé à travailler avec des acteurs qui sont presque des acteurs amateurs, nègres, avec une conception, une mise en scène très curieuse de sensibilité populaire, d'expression, de perception du monde d'une façon que ce n'est pas la traditionnelle. C'est ça. Merci. Merci. Merci pour ce panorama historique et général et sociologique du théâtre brésilien et de sa critique. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des réflexions immédiates sur ce que l'on a entendu? Peut-être, moi j'ai eu des étudiants brésiliens qui sont venus en Occident, c'est que je crois que ça serait intéressant aussi de parler au niveau de la
ils sont pas vraiment des critiques, ils sont plutôt des théoriciens. Mais je pense que ça serait intéressant de parler de cette hybridation entre la culture brésilienne et la culture occidentale. Je parle de française, pas allemande, mais moi j'en ai ici, il y en a 2 ou 3 qui sont dans la salle, des amis, et je crois que c'est peut-être intéressant de voir si leur position est un peu particulière, originale dans le contexte brésilien. Il y en a beaucoup, ce n'est pas la peine de les nommer, mais je crois qu'il y a dans des pays comme le Brésil, comme l'Amérique latine, des critiques qui sont très portées sur la culture indigène et des critiques qui font un peu une sorte qui servent un peu d'intermédiaire entre des concepts, une culture occidentale et la culture locale. Voilà, c'est une remarque, parce que j'en connais pas mal. Oui. Y a-t-il un micro ? Y a-t-il un micro pour la salle ? Ah, ils sont sur la table. Pardon. Oui. Merci. Voilà, donc si vous pouvez vous présenter en un mot à chaque fois pour l'enregistrement. Merci. Merci. Josette Ferral, à Paris 3. Je voudrais en fait réagir à ce que vous avez dit, mais en parallèle à la poursuite des discussions de ce matin. Parce que je pense que vous apportez une question, enfin une perspective qui n'a pas été abordée ce matin, sauf par Jean-Pierre Thibaudat tout à fait à la fin de la séance, et qui porte sur le public. Enfin, pour qui écrit-on ? Enfin, la question à se poser, c'est bien sûr pour le critique, pour qui il écrit, mais aussi quelle est la finalité de la critique ? Alors, vous l'abordez là. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est en fonction de cette finalité que le critique convoque certains outils pour le genre de critique qu'il fait. Parce que il faut se poser la question du destinataire, il faut se poser la question du récepteur de la critique, et pas seulement du critique lui-même, enfin face à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il cherche exactement, le critique, quand il aborde l'œuvre ? Et c'est en fonction de ses finalités qu'il va adopter certaines stratégies. Par exemple, ce matin, on a eu différentes approches de la critique, et vous-même, vous en amenez une autre ici. Si l'objectif, c'est la restitution d'une œuvre, la connaissance de l'œuvre, dans ce cas-là, la critique créative qui a été évoquée ce matin est moins pertinente, je dirais, parce qu'elle présente certaines limites. Et l'une de ces limites, c'est que dans la critique créative, comme elle nous a été montrée par Giuliano Sergio, par exemple, ce matin, ou tel que vous l'abordez un petit peu dans votre travail, ce qui fait qu'elle n'est pas tout à fait pertinente, c'est qu'elle ne rend pas l'œuvre. Voilà. Et elle ne rend pas l'œuvre parce que, en fait, le critique opère une médiation, et que c'est cette médiation-là que le lecteur saisit quand il lit une critique, ou quand il lit vos critiques, ou quand il lit votre blog. Donc, la question de la finalité me paraît importante. Alors, si c'est la restitution de l'œuvre, peut-être faudrait-il une perspective plus descriptive de l'œuvre. Ce matin, on nous disait que, finalement, certains des exemples qui nous ont été donnés des critiques, eh bien, ils ne peuvent pas forcément décrire l'œuvre, surtout si ce sont des œuvres d'art, des installations, donc ils font des choix. Alors, si l'objectif est de rendre l'œuvre,
il faudrait faire une description de l'œuvre, ce qu'il y a de moins en moins dans la critique. Dans la Drama Review, dans les années 70, Michael Kirby, en théâtre, avait exigé de la part de tous ses membres aucun jugement, simplement la description de l'œuvre. Ce qui était fastidieux pour le critique et fastidieux pour le lecteur, et je crois que ça ne rendait pas forcément l'œuvre. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, la finalité du critique, c'est est-ce que le spectateur qui lit veut lire un jugement? Et là, je vous pose la question en tant que critique. Est-ce que c'est le jugement que vous effectuez? Vous avez dit tout à l'heure non. Enfin, vous avez dit une phrase qui disait finalement, toute œuvre n'a pas trouvé son public. Je ne suis pas sûre. Enfin, ça suppose aussi que certaines mauvaises œuvres n'ont pas de public. Enfin, vous refusez à un jugement. Mais il faut comprendre que le spectateur, le lecteur, peut chercher ce jugement. Et dans ce cas-là, c'est le jugement qu'on recherche et non pas la description de l'œuvre. Et puis la troisième possibilité, c'est celle qui était surtout exposée ce matin, c'était l'œuvre critique comme création. Et dans ce cas-là, la finalité de la critique, c'est simplement de laisser des traces. Et dans ce cas-là, la création est possible. Alors, je vous demande, enfin, dans ce que vous avez dit, dans quelle catégorie exactement vous vous incluez? Eh bien, en premier lieu, il y a une situation politique. Moi, je suis profondément brésilienne et je crois que dans mon pays, la question culturelle est très grave. Et je crois sincèrement que le théâtre a le pouvoir de changer les gens. C'est une phrase ancienne de Lorca qui dit que personne ne sort d'une représentation théâtrale sans une transformation. Je crois que mon pays a tellement besoin de théâtre que je soumets mon office de critique à cette calcul politique. Alors, les problèmes sérieux est qu'on est devant dans la mauvaise pièce. Ça, c'est un grand problème. Parce que je sais bien que la mauvaise pièce a un public. Comment faire les commentaires, comment faire la chronique. Je crois que la fonction de chroniste, c'est bien mieux que dire de la critique devant la mauvaise pièce. Parce que pour certains lecteurs, ce n'est pas le cas d'aller voir la pièce mauvaise, mais peut-être elle a un public et je veux converser, je veux avoir une conversation avec ce public-là. Je pense surtout dans les étoiles de la télévision qui font des pièces pour prolonger les succès. Ce sont de très, très mauvaises pièces, souvent. On doit critiquer et il y a un public. Il y a un public qui, peut-être, ce n'est pas le public du théâtre, mais ce sont des défis qu'on doit résoudre dans le champ. Mais je me vois en tant que médiatrice, je crois que je pense faire la médiation. Je crois que mon texte doit être un registre, un document. J'ai fait des recherches d'histoire du théâtre et je sais bien la difficulté qui est d'écrire à propos du théâtre éphémère qui est passé. Alors, à l'attention à ce niveau et je fais la composition entre
la médiation, la conversation avec le présent et le registre pour les futurs. J'aimerais bien être poète, mais ce n'est pas l'espace. Quelquefois, on m'accuse d'aller dans la poésie, des choses comme ça, mais ce n'est pas la préoccupation. Les textes critiques, et il a un profil, il a une densité qui est bien éloignée de la création poétique, parce qu'il n'est pas libre. Je ne peux pas le faire dans les champs de la création. Et ça est déjà la discussion qu'on est ici pour soutenir. Merci beaucoup.